La France et l'Angleterre, les deux grands États et maîtres du monde de l'époque, avaient perdu leur influence au cours des années qui suivirent la Deuxième Guerre mondiale. En effet, ils avaient montré aux yeux du monde qu'ils n'étaient plus invincibles. Les pays du Proche-Orient et l'Afrique, alors colonisés, ont interprété cet événement comme l'avènement de leur propre indépendance. Et si l'on ajoute les effets de la guerre froide, cette situation mondiale a définitivement modifié la donne. Les intérêts n'étant plus les mêmes, les pays occidentaux ne cherchaient plus à coloniser ces pays, mais à mettre des hommes de paille en place qui leur permettraient d'assurer l'approvisionnement en ressources naturelles pour leur croissance économique et l'essor industriel qui l'accompagne. Nous sommes ainsi passés de guerres de colonisation à des guerres d'influence politique et économique. Les deux nouvelles puissances se partageaient ainsi le monde. Le champ d'influence de l'Union soviétique s'étendait sur l'ensemble des pays situés au sud de ses frontières, c'est-à-dire les républiques d'Asie centrale, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et le Turkménistan, mais aussi la Syrie, l'Irak et l'Afghanistan. Et ce n'est pas par hasard si c'est dans ces trois derniers pays où ont éclaté les guerres au Proche-Orient au cours de ces 40 dernières années. Pour leur part, les pays d'Asie centrale se sont libérés en 1991, après la chute du régime soviétique 3 ans auparavant. Le champ d'influence des États-Unis, quant à lui, s'étendait principalement en Iran, au Pakistan, en Égypte et en Arabie saoudite. Toutefois, aujourd'hui, bien que cette confrontation entre les États-Unis et l'Union soviétique perdure au travers des rapports entre les pays du Proche-Orient, ce n'est plus l'affrontement de deux visions politiques différentes, opposant le capitalisme au communisme qui les motive, mais plutôt le souci de préserver leurs intérêts géopolitiques en installant la démocratie et leur mode de vie sur le reste du monde afin d'assurer leur croissance économique. Et pour cela, ils mènent des politiques incohérentes au prix de tous les dangers. Et ces deux guerres en Afghanistan, nous allons le voir maintenant, en sont la brillante démonstration. Cependant, les premiers responsables du fragile équilibre des rapports entre les pays occidentaux et le Proche-Orient sont les monarchies du Golfe elles-mêmes, qui, avec le plus grand cynisme et pour étendre le wahhabisme sur le monde arabe, sont prêtes à tout et financent les mouvances salafistes. L'Afghanistan est une société tribale et féodale. Chaque tribu est dirigée par un seigneur qui en assure la loi et son indépendance. Quand une décision qui concerne le pays doit être prise, les chefs se réunissent dans une assemblée appelée la Loya Jirga. À majorité sunnite, l'Afghanistan a été islamisé dès le 7e siècle. Sa frontière à l'est a été créée en 1947 lors de la partition de l'Inde pour former le Pakistan. Cependant, comme nous l'avons déjà vu pour les pays du Proche-Orient, la réalité du terrain n'a pas été prise en compte et les populations pachtunes seront divisées. Ce qui explique la porosité de la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Cette frontière par laquelle Ben Laden s'enfuira pour aller au Pakistan. Les talibans suivront le même chemin après avoir été chassés par les forces de la coalition en 2001. Les rapports entre l'Afghanistan et l'Union soviétique sont jalonnés par une amitié de longue date, puisqu'en 1919, l'URSS sera le premier à reconnaître l'indépendance de l'Afghanistan, qui a lui-même été le premier à reconnaître en 1921 la constitution de l'Union soviétique. Et c'est donc sans surprise qu'avec le soutien armé de l'Union soviétique, l'ancien Premier ministre Daoud
fit un coup d'État et prit le contrôle du pays en juillet 1973. Il proclama alors la République et devint le premier président de l'Afghanistan. Depuis 1973, date du premier coup d'État par Daoud, pour remplacer la société afghane féodale par un État socialiste, l'Afghanistan va connaître en l'espace de 6 ans 2 autres coups d'État avant l'invasion de l'Union soviétique. Toutefois, en cette année de 1978, l'Afghanistan vit en paix dans sa relation politique et économique des plus fructueuses avec l'Union soviétique. Cependant, l'idylle prendra fin en avril 1978, quand Mohamed Taraki, à la tête du Khalq, une des branches du Parti communiste afghan, organisera sans l'accord de son grand frère, l'Union soviétique, un coup d'État et assassinera à son tour Daoud pour prendre le pouvoir. Hafizullah Hamid deviendra alors le Premier ministre. Le but de cette révolution était de transformer la société féodale afghane en un État socialiste. Pourtant, l'URSS, dont la vision expansionniste ne se traduit pas forcément par la mise en place d'autres régimes communistes, mettra 8 mois sous la pression des autres pays communistes pour inviter le nouveau dirigeant et signer des accords économiques. En effet, les visions expansionnistes soviétiques sur l'Afghanistan n'avaient pas besoin de cela. Une domination dans les rapports économiques et militaires leur convenait amplement. Alors ce nouveau pouvoir organisa la réforme agraire en distribuant les terres des propriétaires terriens et en envoyant les filles à l'école. Or, s'attaquer aux piliers de cette société tribale afghane, c'est-à-dire les mollahs et les propriétaires terriens, fut sa plus grande erreur stratégique. D'autant qu'en février 1979, le voisin iranien, l'ayatollah Khomeini, venait d'installer une république islamique. Les soviétiques tenteront de calmer les ardeurs antireligieuses, mais cela sera sans effet. Une dictature s'installe et la chasse aux dignitaires religieux fait rage. Alors c'est à Herat, dans ce contexte, où un des futurs seigneurs de guerre, Ismaël Khan, à la tête d'une division de l'armée afghane, organisera la révolte. Et ce sera un échec qui fera 30 000 morts. Malgré tout, les révoltés iront se réfugier dans les montagnes. Et c'est à partir de là que la résistance afghane sera rejointe par d'autres factions armées conduites par les autres seigneurs de guerre. Elle s'organisera et mènera la lutte armée dans tout le pays. En mai 1979, Taraki est inquiet et lance un appel auprès d'Alexis Kosygin pour que l'Union soviétique intervienne militairement. L'URSS, qui n'a pas envie de recevoir les foudres mondiales, n'est pas décidée, mais finit par se laisser convaincre par la stratégie de Taraki, qui préconisait une intervention discrète et proposait que les militaires revêtent l'uniforme de l'armée afghane. Le bataillon envoyé est dénommé le bataillon musulman. Il est constitué par la population musulmane des pays d'Asie centrale qui sont encore à cette époque intégrés aux frontières de l'Union soviétique. Pendant ce temps, les nombreux musulmans qui commencent à affluer des différents pays, suite au premier appel au djihad, profitent de la porosité de la frontière avec le Pakistan pour y organiser des camps d'entraînement de la résistance des Moudjahidines, c'est-à-dire les combattants de la foi qui s'engagent dans le djihad. C'est alors que Jimmy Carter signe l'autorisation pour que les USA entrent en jeu avec l'appui logistique et politique du Pakistan. Ils apportent une aide humanitaire ainsi que les premières armes aux combattants qui s'entraînent au Pakistan. وجهل امي ما وبسمتها بالدنيا ما بدلها انقطع قلبي مدمعتها شفت الصحراء ورملتها شفت البلدان بجملتها ونسيت حنين قبلتها ودارت الايام وما فات غرام ودارت الايام وما فات ندام
قلب الميمة أما يبدل صلاة قلب الميمة أما يبدل صلاة غلبت الفرسان برمتها ماني الزمان واشتقت لها شفت العيان سولها كان لي الغرام بدلها قلب جديد. En septembre 1979, Hafizullah Amin, alors Premier ministre, assassine à son tour Taraki et sans prévenir l'URSS, il prend le pouvoir d'un pays en proie à une guerre interne. Alors ni l'URSS, ni les USA ne savent à quoi s'en tenir avec ce nouveau dictateur. De leur côté, les USA craignent que l'URSS accentue son effort militaire, tandis que de leur côté, les dirigeants de l'URSS craignent que Amin se tourne vers les USA. Il faut dire qu'Amin, pour asseoir son pouvoir très affaibli par cette guerre civile, joue un double jeu. Et c'est à cette période charnière que tout va basculer et entraîner l'URSS dans une guerre de 10 ans, et qui changera la face du monde. Mais nous sommes à une dizaine d'années de la chute du mur de Berlin. L'URSS va bientôt s'effondrer et mettre fin à la guerre froide. L'islamisme radical s'organise et l'affrontement avec l'Occident verra le jour pendant cette guerre. C'est Brejnev, dans un état de sénilité avancée, puisqu'il ne pouvait même plus tenir de conversation au-delà d'un quart d'heure, qui sous l'influence de 3 grabataires du Politburo, Andropov, Oustinov et Gromyko, il prendra cette terrible décision d'organiser un coup d'État pour supprimer Amin et d'envoyer un contingent pour supporter Karmal, le remplaçant qu'ils avaient l'intention de mettre en place. Les membres de ce carteron de séniles mourront tour à tour dans les 10 ans qui suivront l'entrée en guerre de l'Union soviétique, laissant les lourdes conséquences à leurs successeurs. Cette intervention restera secrète. Seule cette petite équipe sera au courant. Pour les militaires envoyés, il était question de protéger et soutenir le gouvernement en place. Et pour la petite anecdote, ils tentèrent d'empoisonner Hamid en mettant du poison dans du Coca-Cola. Boisson très prisée en Afghanistan à cette époque, mais méconnue des soviétiques. En effet, cette boisson très acide attaqua le poison et Hamid ne fut que légèrement intoxiqué. Alors ils entreprirent les grands moyens et bombardèrent le palais présidentiel. Le combat dura 45 minutes, il se terminera par l'assassinat d'Amin et la mise en place de Karmal, chef du nouveau gouvernement. Fin décembre 1979, l'URSS envoie un contingent de 100 000 soldats, qu'il dénomme le contingent limité, pour soutenir le nouveau pouvoir et tenter de pacifier la révolte afghane, mais surtout pas de la combattre. Alors quelle naïveté de la part de responsables politiques. C'est en effet l'inverse qui se produira et entraînera l'Union soviétique dans une guerre de 10 ans. En décembre 1979, en Russie, c'est un carteron de grabataires séniles d'une moyenne d'âge de plus de 90 ans qui prendra la décision d'envahir l'Afghanistan. Un anticommuniste primaire, conseiller proche du président des États-Unis, qui avait décidé de faire de l'Afghanistan le Vietnam russe. Alors durant 10 ans, l'Afghanistan a été ravagé. Et du fait de l'implication des États-Unis et de l'Union soviétique, cette guerre est considérée comme la dernière crise de la guerre froide. Voici les ingrédients d'une guerre qui fera plus d'1 million de morts et des centaines de milliers de réfugiés. Alors comme le dit Prévert, quelle connerie la guerre. Mais surtout quelle connerie de laisser quelques personnes décider de sort de millions d'autres. ودارت الايام وما فات غرام ودارت الايام وما فات غرام قلب الميمة اما
يبدلوا صلاة قلب الأميمة أما يبدلوا صلاة ودارت الأيام وما فات الندى قلب الأميمة أما يبدلوا صلاة قلب الأميمة أما يبدلوا صلاة ودارت الأيام